Chers industriels, chers universitaires, scientifiques, chercheurs, je suis honorée aujourd'hui, dans cette deuxième édition de la journée scientifique de Biopharm, de vous présenter un travail sur la réglementation des dispositifs médicaux qui va s'articuler en deux axes. On va parler de la nouvelle réglementation européenne en ce qui concerne les dispositifs médicaux et dans une deuxième partie, on va voir la procédure d'homologation des dispositifs médicaux en Algérie. Alors, la présentation, elle s'articule comme suit. On va commencer par une définition générale des dispositifs, la classification des dispositifs médicaux. Ensuite, on va parler des textes réglementaires, on va parler de la nouvelle réglementation européenne en ce qui concerne les dispositifs médicaux. On va parler ensuite de la nouvelle réglementation algérienne des dispositifs. On va voir des notions de marquage CE, évaluation de la conformité des dispositifs médicaux, et je vais finir par une conclusion. Alors, si on définit les dispositifs médicaux, c'est un groupe très hétérogène de produits. Il englobe les instruments, matières, appareils, équipements, implants, logiciels, tous destinés à une même finalité, c'est d'être utilisés à des fins médicales. Ces dispositifs, ils sont conçus par les fabricants dans un but bien précis, soit pour diagnostiquer, prévenir, contrôler, traiter ou atténuer une maladie, soit diagnostiquer, contrôler, traiter, atténuer ou compenser une blessure ou un handicap, soit étudier, remplacer ou modifier l'anatomie ou un processus physiologique, c'est l'exemple des prothèses par exemple, soit pour maîtriser la conception. Alors l'accent principal de ces dispositifs, elle n'est pas pharmacologique, elle n'est pas immunologique ni métabolique. On va voir après comment ils vont agir ces dispositifs. Alors, si on voit la différence entre un dispositif et un médicament, les dispositifs ils sont caractérisés par une diversité. On peut aller de la compresse jusqu'au scanner. Leur taille, on a des dispositifs de petite taille comme des dispositifs de grande taille, leur complexité, c'est-à-dire leur mode de fonctionnement et procédés de fabrication sont complexes. Leur durée d'utilisation, elle peut passer de quelques minutes à plusieurs années, c'est le cas des implants, qui peuvent rester chez les patients plusieurs années. Leur mode d'action, ils vont agir par un effet local, bien physique, sur l'organisme, n'ayant pas une action systémique ni pharmacologique. Alors, généralement, leur utilisation nécessite une formation et des supports techniques ainsi qu'une maintenance. La réglementation qui régit ces dispositifs médicaux, elle est adaptée à chaque classe de dispositif, c'est-à-dire, par exemple, un dispositif de classe 3, sa réglementation, elle n'est pas la même qu'un dispositif de classe 1. Si il existe plus de 10 000 catégories de dispositifs médicaux avec 90 000 à 2 millions de types de produits. En comparaison avec les médicaments où on a à peu près 80 000 médicaments, on voit de plus en plus de produits combinés, c'est-à-dire des produits qui vont associer le médicament et les DM. Ces produits ils seront considérés comme des M, c'est-à-dire dispositifs médicaux, si la fonction principale de ces derniers, elle est considérée comme un dispositif médical. On prend l'exemple d'un cathéter qui est hépariné. On a l'héparine qui est un médicament, on a le cathéter qui est un dispositif, mais la fonction principale du produit, c'est la fonction cathéter, c'est-à-dire d'être introduit dans le corps humain. Donc, ce dernier, il est considéré comme NDM. On a dit que les mécanismes d'action, ils peuvent agir ces dispositifs plutôt par une action mécanique, par une action de barrière physique, c'est le cas des bavettes, par un remplacement d'organes, c'est le cas des prothèses, ou bien les implants, ou bien par une action de support. Leur mode d'utilisation, il peut être direct, c'est-à-dire c'est le patient qui va utiliser le produit, mais généralement, elle est indirecte, c'est-à-dire il y a un intermédiaire entre le produit et le patient, d'où la nécessité d'une formation adéquate du manipulateur de produits. Alors, généralement, leur performance, elle est dépendante de l'utilisateur. C'est pour ça qu'on a dit la nécessité, dans certains cas, d'une formation du manipulateur qui va utiliser ces produits. Alors, si on voit la classification, les dispositifs médicaux sont classés
en fonction du niveau du risque croissant, c'est-à-dire de la classe 1 à la classe 3. Il existe divers critères qui seront pris en compte pour cette classification. On va voir après la réglementation européenne, comment elle agit pour classer ces produits. Ces produits ils seront classés sur la base de la durée d'utilisation, c'est-à-dire est-ce que c'est un dispositif qui va être utilisé pendant quelques minutes ou c'est un dispositif qui sera implanté selon le caractère invasif ou non, selon le type chirurgical, selon le caractère actif, c'est-à-dire c'est un implant actif ou non, et selon la partie vitale du corps humain où le dispositif sera introduit. Alors, on a la classe 1, c'est la classe qui est caractérisée par un risque potentiellement faible. L'exemple des instruments chirurgicaux courants. Cette classe, elle est divisée en 3 sous-classes. On a la classe 1 stérile, c'est ce qui concerne les produits stériles, c'est l'exemple des compresses stériles. On a la classe 1 de mesure, c'est les instruments ou bien les dispositifs de mesure. Et la nouvelle réglementation européenne, elle a ajouté une 3e sous-classe, c'est les instruments chirurgicaux réutilisables. On a ensuite la classe 2A. La classe 2A, elle est caractérisée par un risque potentiellement modéré. C'est le cas des tubulures. On a la classe 2B qui est caractérisée par un risque potentiellement élevé. C'est l'exemple des générateurs de dialyse. Et la 3e classe, c'est la classe avec un risque potentiellement critique. C'est les classes des implants actifs ou bien on parle de STEP. On a aussi une classification pratique qu'on retrouve au niveau des structures hospitalières. Par exemple, les dispositifs médicaux stériles à usage unique et les DMI, qui sont les dispositifs médicaux implantables. On va voir maintenant la réglementation européenne qui régit ces dispositifs médicaux. Avant le 26 mai 2021, il y avait 3 directives qui régissaient ces produits. On avait la directive 93-42 qui régissait les dispositifs médicaux d'une façon générale. On avait la 98-79 qui régit les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, les DMDIV. Et on avait la directive 90-385 qui régit les dispositifs médicaux implantables actifs. À partir du 26 mai 2021, il y a eu une note d'application obligatoire du règlement européen, c'est-à-dire ces 3 directives sont remplacées par 2 règlements. Alors, lorsqu'on parle de directive européenne, une directive européenne, c'est un acte juridique qui est défini par la Commission européenne et qui va définir juste les objectifs à atteindre par les membres de l'Union européenne. Et donc, c'est à chaque pays de transposer ces directives dans le droit national, dans son règlement intérieur. Par contre, l'avènement du règlement européen, qui est un acte juridique qui revêt d'une portée générale, il est obligatoire dans tous ces éléments, il est appliqué immédiatement. Donc, ça ne nécessite pas une transposition. On prend le règlement et on l'applique directement dans tous les pays de l'Union européenne. Alors, ces règlements, on est parti de 3 directives. Le nouveau règlement, il y a 2 règlements qui remplacent ces directives. On a le règlement 2017-745 qui relève des dispositifs médicaux, même les implantables actifs. Et on a le règlement de 2017-746 qui est relatif aux DMDIV, c'est-à-dire les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. La période de transition est allée du 26 mai 2017, normalement jusqu'au 26 mai 2021. Suite à la pandémie, ils ont prolongé cette période de grâce jusqu'à le 26 mai 2021, où l'application du règlement, elle est obligatoire. Donc, tout nouveau produit qui doit être mis sur le marché européen doit répondre aux exigences de ces 2 règlements. Alors, ce règlement, il fait suite à quoi? Il fait suite à plusieurs évolutions technologiques, c'est-à-dire il y a eu l'apparition de plusieurs produits, de logiciels qui sont considérés comme dispositifs. Donc, le règlement est venu pour répondre à ces exigences. Il y a eu, on a de plus en plus une société qui demande plus de transparence suite à quelques scandales comme le scandale des implants mammaires, les implants PIP, implants mammaires. On a certains acteurs qui ne sont pas suffisamment impliqués dans le procédé d'enregistrement de ces produits.
et un besoin d'harmonisation dans l'Union européenne, c'est-à-dire tous les pays de l'Union européenne, ils vont appliquer le règlement de la même manière. Ce n'est pas à chaque pays de transposer une directive dans son droit national. Le règlement, il est comme le calendrier d'application. L'entrée en vigueur du règlement, c'est le 26 mai 2017. Normalement, il devait aller jusqu'au 26 mai 2021. Suite à la pandémie, ils ont prolongé d'une année. Donc, à partir du 26 mai 2021, tout nouveau produit qui doit être mis sur le marché doit obligatoirement répondre aux exigences de la réglementation. Ils ont mis un deadline qui est le 26 mai 2025 où il n'y aura plus de produits qui seront mis sur le marché européen avec un CE de directif, c'est-à-dire un CE qui répond aux exigences de la directive. Si on compare le règlement par rapport à la directive, on va remarquer qu'on est passé de 63 pages à 175 pages avec un règlement qui va prendre en charge les dispositifs médicaux implantables actifs. Donc, on a regroupé 2 directives dans un seul règlement. Il y avait les MEDEF qui sont des guides qui aidaient les fabricants à mettre leurs produits sur le marché européen. Ces MEDEF, ils étaient introduits dans le règlement. Alors, ce règlement, il va toucher tous les produits qui seront mis sur le marché. Les produits de classe 1, les produits sans risque, les produits qui sont sur le marché depuis longtemps, les produits sur mesure, les produits qui sont en investigation clinique, et elle est aussi applicable aux nouveaux produits. Les produits qui sont déjà commercialisés devront être mis en conformité avec ce règlement. Alors, on va aborder quelques éléments, quelques changements qui ont été faits dans ce règlement. Le premier changement, c'est les règles de classification. Dans le directif, on était à 18 règles et 56 critères. Dans le règlement, on est passé à 22 règles et 80 critères. Si on prend par exemple la règle 20, c'est la règle pour les produits qui sont destinés à administrer des médicaments c'est les composés de substances destinées à être introduites ou appliquées. C'est le cas si on prend la siméticone, qui sont des gélules, qui sont introduits par voie orale, mais qui vont agir, qui n'auront pas une action pharmacologique. Ils vont juste réduire la tension superficielle des bulles d'air qui vont fusionner et ça va faciliter l'élimination de ces bulles d'air. Donc, cette règle est venue pour répondre à une certaine nécessité du marché. Il y a aussi l'introduction de la notion de personne chargée de veiller au respect de la réglementation. C'est l'équivalent de directeur technique en Algérie. Cette personne chargée de veiller au respect de la réglementation, elle va veiller à la vérification de la conformité des dispositifs avant leur mise sur le marché. Elle va établir et mettre à jour la documentation technique et les déclarations de conformité de l'Union européenne. Elle va faire l'application des obligations en matière de surveillance et commercialisation et en matière de notification. Et dans le cas des investigations cliniques, cette personne, elle va assurer le respect de la réglementation afin de protéger la santé et la sécurité des personnes, des participants plutôt. Donc, chaque fabricant doit avoir une personne qui est chargée de veiller au respect de la réglementation. Le fabricant, quel que soit le type qu'il va produire, que ce soit un produit de classe 1 ou la 2A ou bien 2B ou bien 3 ou implantable, doit avoir dans son personnel une personne qui est chargée de veiller au respect de la réglementation. On a aussi l'organisme notificateur, c'est l'organisme qui va vérifier le respect qui va délivrer la certification de conformité aux fabricants. Et selon le règlement, il y a plus d'exigences et plus de surveillance qui est accordée à cet organisme notificateur. Il sera évalué et notifié et surveillé par une autorité nationale. En France, par exemple, c'est l'ANSM. Il y aura des évaluations partielles annuelles et complètes chaque 4 ans, avec des audits inopinés, des expertises techniques et scientifiques et cliniques
l'organisme notificateur doit avoir les experts techniques et scientifiques et cliniques en adéquation avec les DM qu'il va mettre sur le marché ou les DM qu'il va évaluer. Il y aura une interdiction d'externaliser certaines expertises. Donc, l'organisme notificateur doit avoir les experts nécessaires à l'évaluation de chaque type de dispositifs médicaux. C'est pour ça l'organisme notificateur, il y aurait la nécessité d'avoir plus de ressources humaines. On a moins d'organismes notificateurs, c'est-à-dire on est passé d'une 60aine d'organismes notificateurs à presque 18 ou une dizaine d'organismes notificateurs. Donc, chaque organisme, il aura plus de dossiers, plus de temps pour traiter cette évaluation. Ce qui impactera le fabricant, donc il y aura plus de délais pour traiter ces dossiers et un coût qui est plus important pour le fabricant. Le troisième, c'est l'introduction de UDAMED. C'est European Data Bank Medical Device. C'est une base de données qui est composée de 6 modules concernant l'enregistrement des acteurs, identification unique des dispositifs médicaux, c'est l'UDI, l'enregistrement des dispositifs, les organismes notificateurs, les certificats, les investigations cliniques et les études de performance, la vigilance et la surveillance du marché. Donc, c'est une base de données qui est ouverte sur laquelle on peut trouver toutes les informations relatives à un dispositif médical. Une partie, elle est open source. Elle est open source, on peut accéder et de voir est-ce que ce fabricant il a été notifié par tel organisme, est-ce qu'il y a eu une suspension de la certification ou non. Donc, c'est une base de données qui va aider, qui va assurer une certaine transparence en matière de dispositifs médicaux. Si on va dans UDAMED, on va trouver la liste des organismes notificateurs, les certificats accordés par les organismes notificateurs, la liste des certificats refusés, et les informations sur les certificats délivrés, modifiés, suspendus ou amendés, et les listes des organismes notificateurs par État membre, ainsi que les résumés des audits réalisés par ces États et un résumé des activités de contrôle des organismes notificateurs par les États. Je vais ajouter juste une notion de UDI, qui est l'identifiant unique du dispositif. Il y a une introduction pour assurer une certaine traçabilité du produit. Il est composé de 2 parties. Une partie, elle est dédiée au dispositif, c'est-à-dire au produit, et une partie, elle est dédiée à l'unité de production. La somme des deux, elle va donner un UDI. Alors, l'application de cette UDI sera attribuée à tous les dispositifs, quelle que soit leur classe, sauf les DM sur mesure et les DM en investigation clinique avant le marquage CE. On va parler rapidement du marquage CE. Alors, en ce qui concerne le marquage CE, avant de mettre un produit au niveau du marché européen, il doit être certifié, donc il doit avoir un marquage CE. Ce marquage, il est donné par l'organisme notificateur suite à un respect des exigences essentielles. Ces exigences sont les propriétés chimiques, physiques, biologiques, les risques, il y a plusieurs. Le fabricant doit respecter ces exigences pour avoir ce marquage CE. Ce marquage, il va permettre au produit d'être commercialisé dans tous les pays de l'Union européenne. Alors, juste les produits de classe 1, le fabricant peut faire une autocertification. Donc, il n'a pas besoin d'un organisme certificateur ou un organisme notificateur pour avoir sa certification CE. Sauf pour les DM de classe 1 stérile et sur mesure, où on a besoin d'un organisme notificateur pour faire la certification. Ça, c'est un résumé comment évaluer la conformité pour avoir la certification CE. Généralement, elle est basée sur une documentation technique, sur l'évaluation d'un système de management de la qualité. Selon le type d'EDM, on a plusieurs procédures pour avoir ce marquage CE. Si je peux résumer cette réglementation, elle est basée sur une approche de risque.
Elle s'est basée aussi sur une surveillance post-market. Maintenant, on doit surveiller le produit après sa mise sur le marché. Un dossier clinique, c'est-à-dire il y a plus de difficultés de faire l'équivalence entre deux dispositifs médicaux. Il y a une nécessité d'avoir un dossier clinique. Ils sont plus exigeants en ce qui concerne les organismes notificateurs. Il y a aussi la base de données UDAMED. Maintenant, arrivant à la réglementation algérienne, on a la loi de 1811 qui définit les dispositifs médicaux, ainsi que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Si on remarque cette définition, elle est très large. Donc, on aura des produits frontières ou des produits borderline, où c'est difficile de faire leur classification. Donc, ce n'est pas des DM, ce n'est pas des médicaments. On a des produits où on doit les définir précisément dans la réglementation. Cette loi aussi parle de nomenclature nationale des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. À ce jour, on n'a pas une nomenclature officielle des DM. Donc, au niveau hospitalier, chaque structure a sa propre nomenclature. Aussi, il y a une obligation d'avoir une décision d'homologation avant la mise du produit sur le marché. Cette décision, il y a eu l'apparition du décret de 20-320 qui va fixer les modalités d'homologation des dispositifs médicaux avec la nécessité d'avoir une commission d'homologation des dispositifs médicaux. Cette commission, elle est composée d'un représentant du ministère de la Santé, d'un représentant du ministère de l'Industrie pharmaceutique, un représentant de l'Agence de sécurité sanitaire, un expert en physique, en chimie, en biophysique. Toutes ces personnes vont aider à donner un avis sur un dispositif afin de prendre la décision d'obtention d'une DH. Il y a eu l'apparition de plusieurs arrêtés d'application. On a l'arrêté sur la composition du dossier d'homologation et dossier de renouvellement. On a eu aussi l'apparition d'un arrêté sur la régularisation des dossiers d'homologation des dispositifs médicaux. Cette régularisation, elle va concerner les produits qui sont déjà sur le marché, mais qui n'ont pas de DH. Ils sont en libre commercialisation, mais ce sont des produits qui n'ont pas de DH. Il y a eu l'apparition d'un arrêté qui va fixer les modalités de la régularisation de ces dispositifs. Si je veux résumer la procédure d'homologation des dispositifs médicaux en Algérie, on a un dépôt de dossier qui se fait au niveau des produits pharmaceutiques, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. La composition de ce produit, je vais finir, il reste 2 diapos. La composition de ce dossier, elle est fixée par voie réglementaire. Ces dossiers vont passer à la commission d'homologation. La commission, elle va donner son avis pour avoir à la fin une décision d'homologation. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Les dispositifs médicaux représentent un secteur en développement et à fort potentiel. On a une définition large avec une gamme importante de produits de la santé. Ces problématiques auxquelles le secteur fait part nécessitent l'application d'une réglementation qui est en évolution et une structuration du secteur. Merci beaucoup et je suis désolée pour le retard. Merci.